Bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour le webinaire aujourd'hui consacré aux principaux aspects de la version 3.0 de TRIS, récemment publiée par l'architecture pour les transactions de RAID+. Je m'appelle Lucia Madrid et j'occupe le poste de directrice associée au sein du secrétariat d'art. Je suis ravie de vous présenter le processus de révision et les principaux changements apportés à TRIS 3.0. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment via la fenêtre questions-réponses située en bas de l'écran du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition avec les diapositives sur le site web d'ART. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ART, j'aimerais commencer par un bref aperçu historique. L'ART est un programme mondial de crédit carbone conçu pour délivrer des crédits RED+ juridictionnels de haute qualité. ART est gouverné et géré par un conseil directif indépendant et par le secrétariat d'ART. Notre objectif est d'attirer des financements à grande échelle tout en garantissant l'intégrité environnementale et sociale, en certifiant des résultats pouvant être monétisés sur les marchés volontaires ou réglementaires du carbone, ou servir de base à des paiements liés aux résultats. Notre vision est simple mais ambitieuse. Instaurer la confiance nécessaire dans l'intégrité des réductions d'émissions et des absorptions forestières afin que des investissements à grande échelle puissent être consacrés aux efforts de protection et de restauration des forêts et récompenser ceux qui obtiennent ces résultats. Les exigences d'art sont définies dans notre standard, le standard d'excellence environnementale RED+, ou TRIS. Le standard TRIS précise les exigences que les juridictions doivent respecter pour obtenir des crédits, notamment en matière d'éligibilité, de comptabilisation du carbone, des sauvegardes, de double comptage et bien plus. TRIS stipule également qu'ART doit réviser le standard au moins tous les 3 ans afin de tenir compte de l'évolution des meilleures pratiques, nouvelles technologies et des nouvelles connaissances scientifiques ainsi que de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du standard. La version TRIS 3.0 est le résultat de la dernière révision prévue dans le calendrier. TRIS 3.0 reflète 4 années d'expérience dans la mise en œuvre du standard au sein de 27 programmes participants. Près de 25% des forêts tropicales mondiales sont déjà représentées dans le programme RED+ des juridictions dans le registre d'art, soit une superficie couvrant plus de 400 millions d'hectares. Le processus de révision des TRIS nous a donné l'occasion d'affiner le standard en nous appuyant sur les expériences de l'équipe d'art, des juridictions participantes et de nombreuses autres parties prenantes impliquées. Notre objectif était de veiller à ce que TRIS continue de refléter les meilleures pratiques et un haut niveau d'intégrité, tout en intégrant les enseignements tirés afin d'améliorer la facilité d'utilisation et de rationaliser les rapports. Le processus de révision des TRIS a été le suivant. Tout d'abord, nous avons eu des dialogues ciblés avec les parties prenantes afin de mieux comprendre leurs expériences et leurs points de vue sur le standard. Puis, nous avons utilisé ces contributions pour travailler avec le conseil directif d'art
afin d'identifier les éléments de TRIS à mettre à jour. En juillet dernier, nous avons publié un projet approuvé par le conseil directif pour commentaire public. Et nous avons depuis travaillé avec le conseil pour modifier ces projets en fonction des commentaires reçus avant de publier la version finale le mois dernier. Tout au long du processus, le secrétariat a eu la chance de bénéficier pour l'élaboration des TRIS 3.0 du soutien du groupe consultatif de peuples autochtones et communautés locales composé des membres ANECAP, Coyabi, Red Mocaf et Repaleac, ainsi que de dirigeants agissant à titre personnel. Cet groupe consultatif a contribué à la conception des dialogues régionaux avec peuples autochtones et communautés locales, dont je parlerai dans un instant. Aussi, ils ont examiné les contributions et les commentaires des autres parties prenantes, ont fourni des réflexions, des observations et des idées, et ont relu les versions préliminaires du standard. Le groupe consultatif continue à collaborer avec ARC pour élaborer des documents d'orientation et d'autres outils en cours de développement. Avant de commencer la rédaction de TRIS 3.0, nous avons dialogué avec un certain nombre de parties prenantes dans le cadre de dialogues ciblés. Nous avons organisé 3 dialogues en présentiel, s'étalant sur plusieurs jours, directement avec des peuples autochtones et communautés locales dans 3 régions différentes. Nous avons également réuni 2 comités d'experts afin de discuter l'inclusion éventuelle d'un TRIS, des absorptions des forêts qui continuent à être des forêts et au flux de biomasse. Nous avons par ailleurs rencontré 29 gouvernements, ONG, organisations de la société civile et prestataires de services techniques afin de mieux comprendre leurs expériences d'utilisation de TRIS. Et nous avons reçu des contributions écrites de la part de plusieurs parties prenantes. En nous appuyant sur l'ensemble de ces contributions ainsi que sur l'expérience du secrétariat, nous avons travaillé avec le conseil directif d'art pour élaborer le projet destiné à commentaire public. Bon nombre de modifications proposées visaient à clarifier les exigences et à rationaliser les procédures de rapport. Au cours de la période des commentaires publics, nous avons reçu plus de 30 contributions officielles, totalisant près de 700 commentaires individuels. L'ensemble de ces contributions, ainsi que nos réponses à chaque commentaire, sont disponibles sur le site web d'ART. Nous avons tenu 13 réunions du conseil d'ART afin d'examiner les commentaires et de prendre des décisions finales concernant le standard. Le conseil d'ART a consigné les motifs justifiant ces décisions les plus importantes dans les documents intitulés Exposé des motifs, disponibles sur le site web. Nous avons publié la version finale de TRIS 3.0 le 25 juin 2026. La version officielle de TRIS est en anglais, mais nous sommes ravis de partager également le texte en français, en espagnol et en portugais afin de le rendre plus accessible aux utilisateurs. Tous les documents relatifs au processus sont également disponibles sur le site web d'ART, y compris la version de TRIS 3.0 soumise à commentaires publics, l'ensemble de commentaires publics et nos réponses, un résumé des modifications par rapport à TRIS 2.0, ainsi que l'exposé des motifs que j'ai mentionné précédemment. Nous travaillons actuellement à la finalisation des modèles de documents destinés aux participants et des autres outils.
et nous mettrons à jour prochainement le standard de validation et de vérification TRIS, ainsi que les modèles destinés aux organismes de validation et vérification. Les participants existants disposant d'un document d'enregistrement TRIS accepté, même s'il n'a pas encore été publié sur le registre d'art, peuvent maintenir leur période de crédit actuelle en utilisant TRIS 2.0. Après cela, ils devront passer à la version 3.0. Tous les autres participants doivent utiliser TRIS 3.0. Si un participant a déjà soumis une note conceptuelle TRIS et que celui-ci a été accepté, il n'a pas besoin de la soumettre à nouveau. Passons maintenant en détail aux changements apportés. Je vais axer ces présentations sur les changements les plus significatifs par rapport à TRIS 2.0. Je pars donc du principe que vous avez une certaine connaissance des éléments fondamentaux de TRIS. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le résumé complet des changements ainsi que le texte intégral de TRIS 3.0 sur le site web d'ART. Commençons donc par le début, avec la section 2 consacrée au cycle d'ART. TRIS 3.0 exige que la note conceptuelle TRIS, le document d'enregistrement TRIS et le rapport de suivi TRIS soient soumis en anglais, qui est la version utilisée pour la validation et la vérification. Les documents doivent également être soumis dans toute autre langue utilisée pour les opérations gouvernementales du participant dans la zone de comptabilisation, afin de garantir une plus grande accessibilité des documents. TRIS 3.0 exige également que le document d'enregistrement TRIS soit soumis dans un délai de 2 années civiles à compter de l'année d'acceptation de la note conceptuelle TRIS. Les participants qui ne respectent pas ce délai devront soumettre une nouvelle note conceptuelle TRIS. TRIS 3.0 prolongue également le délai pour la validation et la vérification initiale de 12 à 18 mois afin de fixer des attentes plus réalistes. Le délai pour la validation et vérification ultérieure reste fixé à 12 mois. Enfin, TRIS 3.0 prolongue la période obligatoire des commentaires publics sur les documents des participants de 30 à 600 jours et exige explicitement que le participant informe les parties prenantes conformément à ces procédures de sauvegarde afin de rendre ce processus de commentaire public plus inclusif et accessible. Bien que cela prolongue la période des commentaires requises, ART maintiendra sa pratique consistante à accepter les commentaires du public tant qu'ils peuvent être intégrés dans le processus de validation et de vérification. TRIS 3.0 comporte plusieurs modifications concernant l'éligibilité. Dans la section 3.1.1 relative à la comptabilisation infranationale, la période pendant laquelle la comptabilisation infranationale est autorisée a été prolongée de fin 2030 à fin 2035. Après 2035, les participants devront être des gouvernements nationaux et devront déclarer leurs émissions nationales chaque année, bien que l'octroi des crédits puisse se faire au niveau national ou infranational. Les exigences relatives à la déclaration des émissions nationales et à l'alignement de la comptabilisation nationale sur l'attribution des crédits infranationaux ou sous-nationaux feront partie de la version TRIS 4.0.
La version 3.0 de TRIS prévoit également de nouvelles exigences en matière de rapport national dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les participants étaient déjà tenus de disposer d'un système d'information sur les sauvegardes dans la version 2.0 de TRIS. Plusieurs autres éléments relatifs au rapport RED+ au titre de la Convention et de l'accord de Paris étaient sous-entendus. Mais la version 3.0 précise explicitement que les participants représentant des gouvernements nationaux doivent démontrer leur conformité à l'ensemble des éléments RED+ de la Convention. Cela inclut la mise en place d'une stratégie ou d'un plan d'action national RED+, d'un FREL, niveau de référence des émissions forestières évaluées, d'un système national de suivi des forêts, ainsi que la communication des résultats des RED+ pour les années de crédit. Les participants peuvent toutefois poursuivre le processus TRIS, y compris la délivrance des crédits, tout en s'efforçant de démontrer leur conformité à ces éléments, car nous sommes conscients que les cycles de rapport ne coïncident pas parfaitement. L'un des changements les plus intéressants réside dans le fait que TRIS 3.0 introduit une voie de transition assortie d'un délai pour permettre à certains participants de rejoindre ART selon des critères d'éligibilité spécifiques. Les participants au programme du Fonds pour le carbone du mécanisme de partenariat pour le carbone forestier, le FCPF, ou à l'initiative pour des paysages forestiers durables, l'ISFL, peuvent utiliser leurs zones de comptabilisation FCPF ou ISFL pendant une période de crédit, même si celle-ci ne répondait pas aux critères d'éligibilité de TRIS. Par la suite, ils peuvent suivre la voie prévue pour les autres participants éligibles pour une 12e période de crédit ou satisfaire aux critères d'éligibilité de TRIS. D'autres participants éligibles peuvent utiliser une zone de comptabilisation infranationale comptant au moins 1,25 million d'hectares de forêt, au lieu des 2,5 millions d'hectares généralement requis dans le cadre du programme TRIS, pendant 2 périodes de crédit au maximum. Les participants éligibles comprennent les petits États insulaires en développement, les pays disposant initialement de moins de 2,5 millions d'hectares de forêt, les pays ayant déjà participé à un autre programme RED+ ou de préparation, ainsi que les zones composées exclusivement de territoires autochtones. Pour pouvoir recourir à la voie de transition, les participants doivent avoir leur note conceptuelle TRIS acceptée d'ici fin 2028. Cette voie ne peut en outre être utilisée que jusqu'à fin 2035. Les crédits émis à partir des zones de comptabilisation utilisant cette voie qui ne répond pas aux critères TRIS habituels seront identifiés comme voies de transition dans le registre d'ART. Enfin, il est important de souligner que cette voie de transition n'affecte que les limites des zones de comptabilisation utilisées. Toutes les autres exigences du programme TRIS en matière de comptabilisation du carbone, de sauvegarde et d'autres aspects doivent toujours être respectés. TRIS 3.0 comprend une nouvelle section consacrée aux droits sur la réduction d'émissions et les absorptions, ainsi qu'aux accords de partage de bénéfices. Ces deux sujets figuraient déjà dans TRIS 2.0, mais TRIS 3.0 apporte davantage de clarté sur les exigences.
Les nouvelles sections exigent explicitement des participants qu'ils décrivent leurs accords de partage de bénéfices et définissent des exigences spécifiques concernant les informations à fournir au sujet de ces accords et de leur élaboration, y compris la manière dont ils se conforment aux sauvegardes pertinentes. Les nouvelles sections précisent également le calendrier et les documents requis pour justifier les droits aux réductions d'émissions et aux absorptions et les accords de partage de bénéfices. Une nouveauté de TRIS 3.0 réside dans les exigences visant à garantir que les niveaux de référence soient fixés en dessous du scénario business as usual, afin de répondre aux exigences du CORSIA et du marché en général. Pour l'approche de créditrice, qui repose sur la moyenne historique sur 5 ans des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation, les participants doivent s'assurer que le niveau de crédit est inférieur au scénario business as usual, soit en appliquant une réduction de 1% au niveau de crédit, soit en démontrant que ce niveau est prudent par rapport à la menace d'émission spécifique à la juridiction concernée. L'approche de crédit HFLD comprend également de nouvelles exigences relatives au scénario de référence inférieur au scénario de référence business as usual. Les participants utilisant l'approche de crédit HFLD doivent décrire les activités RED+ mises en œuvre au cours de la période de référence, à savoir les 5 années précédant à la période de crédit. Ils doivent également fournir des preuves quantitatives démontrant que le niveau de crédit HFLD est prudent par rapport à la menace d'émission. TRIS 3.0 supprime également la possibilité pour les participants utilisant l'approche de crédit HFLD de déclarer des absorptions évitées ou perdues. Une option qui nécessitait un travail supplémentaire considérable et qui n'était pas adoptée par la juridiction dans la version 2.0. TRIS 3.0 comporte plusieurs modifications relatives aux absorptions. Ces modifications ont été apportées afin de clarifier les exigences de l'approche incluse dans TRIS 2.0 et de proposer aux participants une approche alternative mieux adaptée aux données dont disposent de nombreux pays en matière d'absorption. La première modification concerne l'éligibilité au rapport des absorptions. Sous TRIS 2.0, les absorptions ne pouvaient être déclarées que si les participants enregistraient une baisse de leurs émissions au cours de la même année. Dans TRIS 3.0, les participants peuvent déclarer des absorptions s'ils ont enregistré une baisse de leurs émissions pour l'année je vais redire cette partie parce que je crois que je n'étais pas très claire. Dans TRIS 3.0, les participants peuvent déclarer des absorptions s'ils ont enregistré une baisse de leurs émissions pour l'année en question. Par ailleurs, les juridictions dont le taux de déforestation est inférieur à 0,25% pour chaque année de la période de référence peuvent déclarer des absorptions si celles-ci sont en termes de supérieurs à toute augmentation des émissions au cours de cette année et si les émissions ne dépassent pas de plus de 15% le niveau de crédit. Cette modification tient compte du fait que les juridictions dont les émissions sont faibles et stables peuvent ne pas être en mesure de réduire leurs émissions de manière continue. TRIS 3.0 introduit également une nouvelle option pour la comptabilisation des absorptions. Dans le cadre de TRIS 3.0, les participants peuvent comptabiliser les absorptions en utilisant l'approche
spatialement explicite qui est la même que dans TRIZ 2.0. Ou ils peuvent utiliser l'approche par échantillonnage, qui est une nouvelle approche plus proche de celle généralement utilisée pour les émissions. Ces deux approches différentes s'accompagnent d'exigences différentes en matière de données d'activité et comme vous le verrez dans les diapositives suivantes, des niveaux de crédit différents. L'approche spatialement explicite nécessite des polygons individuels correspondant aux zones d'absorption, chacun étant associé à un lien documenté avec les activités RED+ du participant et à la preuve que la zone était non forestière pendant au moins 5 ans avant la restauration. Compte tenu du niveau élevé de documentation requis pour démontrer l'additionnalité, les participants utilisant cette approche seront autorisés à utiliser une référence zéro pour la restauration de forêts naturelles. 1% des résultats des absorptions sera déduit du total afin de garantir que l'octroi de crédit soit supérieur au scénario de business as usual. Pour la restauration des forêts commerciales, les participants utiliseront une moyenne historique sur 5 ans comme niveau de crédit, afin de garantir que ce niveau de crédit soit supérieur au scénario de référence. Les participants devront soit augmenter le niveau de crédit de 1%, soit démontrer que la moyenne historique sur 5 ans est supérieure à ce qu'elle serait sans les activités RED+. L'approche par échantillonnage, en revanche, ne peut être utilisée que pour la restauration des forêts naturelles et repose sur des estimations de superficie plutôt que sur les données spatiales. Les participants doivent démontrer que les activités RED+ sont liées aux absorptions, mais ils ne sont pas tenus de prouver un lien de causalité avec des zones d'absorption spécifiques. Dans le cadre de l'approche par échantillonnage, les participants utiliseront une moyenne historique sur 5 ans comme niveau de crédit. Comme précédemment, les participants devront soit augmenter le crédit de 1%, soit démontrer qu'il est supérieur à ce qu'il serait sans les activités RED+, afin de garantir que le niveau de crédit soit supérieur au scénario de business as usual. Dans la section 5 consacrée à la comptabilité carbone, TRIZ 3.0 apporte plusieurs précisions et définit des exigences plus explicites. TRIZ 3.0 clarifie les exigences relatives aux données d'activité d'émission et distingue et précise les exigences relatives aux données d'activité des absorptions, conformément aux deux approches qui viennent d'y être décrites. TRIZ 3.0 prévoit également des exigences plus explicites concernant la justification de la stratification et les choix des facteurs d'émission et d'absorption appropriés. Il comporte également des modifications visant à offrir une plus grande souplesse pour la comptabilisation des émissions issues de la tourbe, en permettant aux participants de demander des dérogations sur le niveau de crédit afin de prendre en compte les émissions cumulées résultant de la décomposition de la tourbe et en autorisant les participants dont les émissions issues de la tourbe sont faibles à utiliser les méthodes du niveau 1 et à considérer que les émissions sont instantanées. Dans la section 7, TRIZ 3.0 présente les nouvelles outils TRIZ Reversal Risk Rating, destinés à évaluer le risque de réversion et la contribution associée des crédits au pool tampon. Ces nouveaux outils répondent les éléments d'évaluation de TRIZ 2.0, mais intègrent des éléments supplémentaires
afin de mieux refléter les risques spécifiques à chaque juridiction et de permettre une plus grande variété de résultats. L'outil de notation des risques utilise une valeur de départ de 5%, à laquelle s'ajoute un coefficient de risque spécifique à chaque juridiction jusqu'à un maximum de 25% ou de 30% en cas de réversion antérieure. L'outil d'évaluation des risques exige des participants qu'ils s'évaluent des indicateurs permettant d'analyser leurs risques de gouvernance, leurs risques liés à la continuité du programme et leur vulnérabilité aux perturbations. À l'instar de TRIS 2.0, l'outil d'évaluation des risques doit être appliqué et vérifié pour chaque année de la période de crédit afin de garantir que les changements de risque associés à toute modification du programme ou de sa gouvernance soient identifiés et pris en compte immédiatement. Dans la section 10, consacrée au calcul des réductions d'émissions et des absorptions, TRIS 3.0 comporte plusieurs modifications visant à rationaliser et à clarifier les équations. Premièrement, TRIS 3.0 simplifie et clarifie les équations relatives aux absorptions, notamment en séparant les équations correspondant aux deux approches en matière d'absorption. Deuxièmement, TRIS 3.0 sépare toutes les équations relatives aux réductions d'émissions et aux absorptions, qui sont déclarées séparément dans le registre DART. Cette modification élimine la confusion liée au fait de disposer d'un ensemble unique d'équations dans TRIS, alors que les sous-totaux sont vérifiés séparément pour l'étiquetage dans le registre. Troisièmement, TRIS 3.0 inclut explicitement dans les équations les déductions relatives aux réductions d'émissions et aux absorptions issues d'autres initiatives ou pour lesquelles le participant ne détient pas explicitement les droits. Ces déductions devaient déjà être effectuées sur le volume créditrice, mais n'étaient pas incluses dans les équations de la section 10 de la version 2.0 de TRIS. Quatrièmement, TRIS 3.0 applique la contribution du pool tampon une fois que toutes les autres déductions ont été effectuées. Cela garantit que toute compensation des contrepassations provenant du pool tampon est effectuée avec des crédits représentant des résultats réels sur lesquels le participant détient les droits. Les sauvegardes de TRIS 3.0 s'inscrivent dans la continuité de TRIS 2.0 en s'appuyant sur les 7 sauvegardes de Cancún adoptées par la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et en déclinant en 16 thèmes. Chacun de ces thèmes dispose désormais d'un indicateur unique, structure et processus, qui regroupe les indicateurs individuels de structure et de processus présents dans TRIS 2.0, tout en conservant un indicateur de résultat. En réduisant les répétitions et en consolidant les informations connexes, il sera plus facile pour les participants de documenter leur programme et leurs résultats. Ce changement rendra également les documents plus faciles à consulter pour les parties prenantes, leur permettant de trouver plus facilement les informations, de mieux comprendre comment le programme RED+ est conçu et mis en œuvre et de fournir des commentaires pertinents s'ils le souhaitent pendant la période de commentaires publics. Par ailleurs, TRIS 3.0 précise le calendrier et la forme à respecter pour la communication des indicateurs de résultats. Dans le document d'enregistrement TRIS, les participants doivent démontrer que les activités RED+ antérieures pertinentes, telles que les consultations ou les accords, ont été mises en œuvre conformément aux exigences de sauvegarde.
et définir les résultats attendus des activités à mener au cours de la période de crédit. Dans le rapport de suivi TRIS, les participants doivent indiquer si les résultats attendus ont été atteints et décrire toute activité nouvelle ou modifiée visant à se conformer aux sauvegardes. Plusieurs changements importants ont également été apportés à certains thèmes liés aux mesures sauvegarde dans la version 3.0 du TRIS. Premièrement, en ce qui concerne l'exigence relative au mécanisme de résolution de litige au titre du thème 2.4, les participants sont tenus de communiquer de manière proactive la manière dont les litiges seront traités et d'assurer le suivi de leurs résultats. Deuxièmement, TRIS 3.0 transfère les exigences relatives au consentement libre, préalable et éclairé du thème 4.2 sur la participation vers le thème 3.3 qui porte sur le respect des droits des peuples autochtones, des communautés locales et des personnes d'ascendance africaine, en reconnaissance du fait que la participation peut aller bien au-delà de la simple demande de consentement. En outre, le thème 4.2 a été reformulé afin d'exiger des participants qu'ils garantissent que la participation des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples d'ascendance africaine s'effectue par le biais de leurs structures et processus décisionnels respectifs, en assurant des conditions adéquates pour leur participation et en recourant à des procédures culturellement appropriées. Cela permet d'établir une distinction claire entre ce thème et le thème 4.1 qui exige la participation pleine et effective de toutes les parties prenantes concernées. Quatrièmement, TRIS 3.0 précise que le thème concerne la répartition des bénéfices afin de répondre à une question fréquemment posée au sujet de la version 2.0 et d'indiquer explicitement que les participants doivent rendre compte de la manière dont ils sont respectés les sauvegardes de Cancun tout au long de la conception et de la mise en œuvre de leur mécanisme de répartition des bénéfices. TRIS 3.0 également introduit les changements suivants en matière d'inclusion. Les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables sont désormais explicitement mentionnés dans les thèmes liés à la participation pleine et effective et au renforcement des avantages sociaux. Bien que ces groupes aient toujours été implicitement inclus dans les sauvegardes de TRIS, cela est désormais explicite dans les standards. Deuxièmement, les peuples d'ascendance africaine, les communautés transhumantes et les peuples autochtones en isolement volontaire et en phase de premier contact sont désormais mentionnés dans les sauvegardes pertinentes. Enfin, de nombreuses modifications importantes du texte visant à améliorer la clarté ont également été intégrées sur la base des commentaires du public. Dans la section 13, éviter la double comptage, premièrement, TRIS 3.0 clarifie les exigences relatives à la déduction du volume de crédit TRIS, des réductions et des absorptions d'émissions vérifiées issues d'autres initiatives de CO2, y compris les projets de crédit carbone ou les paiements basés sur les résultats. Deuxièmement, TRIS 3.0 précise que des dérogations à ces exigences peuvent être demandées afin de répondre aux questions fréquemment posées à l'ART. Troisièmement, TRIS 3.0 clarifie les exigences relatives aux ajustements correspondants, y compris les dernières orientations de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Celles-ci sont également précisées dans l'annexe A,
consacré aux exigences visant à éviter le double comptage avec le programme Corsia de l'OASI. TRIS 3.0 comprend une section 16 révisée consacrée à la procédure de réclamation et de recours sur la base de notre expérience et des contributions des parties prenantes. Premièrement, TRIS 3.0 précise que la procédure de réclamation et de recours prévue par TRIS est destinée à traiter les cas où ARC n'a pas respecté ses pratiques et décrit comment d'autres types de réclamations peuvent être traités au mieux. Par exemple, par le biais du mécanisme de règlement des litiges approprié du programme RAID du participant ou dans le cadre du processus de validation et de vérification. TRIS 3.0 modifie également l'approche en matière de plaintes et de recours en créant une liste d'évaluateurs potentiels n'appartenant ni à Art ni à Winrock. Lorsqu'une plainte est déposée, une personne appropriée sera sélectionnée parmi cette liste en fonction de sa disponibilité et de la nature de la plainte. TRIS 3.0 prévoit également des critères d'éligibilité et une procédure de dépôt révisée pour les plaintes ou les recours. Ces modifications s'appuient sur les contributions des parties prenantes ainsi que sur un examen des processus de programmes similaires. Enfin, TRIS 3.0 actualise les étapes et les délais du processus de révision. Voilà qui conclut le résumé des changements les plus importants apportés à TRIS 3.0. Je vous encourage à lire le résumé complet des changements ainsi que le document TRIS 3.0, car je n'ai aujourd'hui abordé que brièvement tous ces sujets. Vous trouverez TRIS 3.0 en anglais, en espagnol, en portugais et en français, ainsi que tous les documents d'accompagnement sur notre site web à l'adresse que vous pouvez voir sur l'écran. Nous allons maintenant répondre aux questions que vous avez posées dans la boîte de questions-réponses, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email aussi à l'adresse que vous pouvez voir dans l'écran. Merci beaucoup pour votre attention.